Bonjour, je suis Jean-François Bandé, fondateur des boulangeries Bohémie, et je suis aujourd'hui dans le podcast Nos pains, nos gains. Salut Jean-François, Salut. comment ça va? Bon, très bien. Super. Bon bah bienvenue à tous dans le troisième épisode de Nos pains, nos gains. Du coup avec toi Jean-François, on est hyper content de te recevoir. Ah, pareil. On s'est croisés sur bon nombre d'événements et tu étais quand même assez sollicité, donc on n'a pas eu le temps de se poser et de discuter. Donc voilà, ça me fait plaisir de prendre un peu de temps. Donc est-ce que tu peux reprendre du début et nous expliquer un peu tu vois, la genèse de ton parcours du début? Ouais, du début. Début. Ouais, donc en fait, bon, on va démarrer. Enfin, moi, déjà, j'ai fait une école de commerce. Donc à la base, j'ai plutôt un profil plutôt commercial. Et j'ai travaillé pendant quelques années dans l'informatique, la tech, chez IBM notamment, puis dans des startups. Et autour de la trentaine, j'avais envie de changer et puis surtout de me mettre à mon compte. Ok. Donc créer une entreprise. Et là, je rejoins un ancien collègue d'IBM qui, à l'époque, avait créé un tout petit site web de vente en ligne spécialisé sur un sport de combat qui s'appelle Dragon Bleu. Et donc, je l'ai rejoint et on a vraiment démarré tous les deux sur ce domaine-là. Et Dragon Bleu, on est en quelle année quand Là, on est tu en crées Dragon 2006. Bleu? Enfin, lui, il l'a créé en 2004 ou 2004-2005. Moi, je le rejoins en 2006. Et là, c'est vraiment vente en ligne, un peu à l'époque. C'était l'époque un peu des vendeurs en ligne de niche. Donc, nous, on s'est mis vraiment sur le sport de combat au sens global. Et bon, on faisait de l'achat-revente de produits, judo, karaté, DVD, enfin des choses vraiment très, très classiques. Ok. Donc, ça, c'était 2006. Et puis, on s'est développé tranquillement. Et il y avait quand même une partie du sport de combat qui se développait fort, qui commençait à se développer fort, qui était le MMA. Alors à l'époque, on parlait même pas de MMA, on parlait de free fight, de combat libre. C'était pas encore aussi normé qu'aujourd'hui. Et ça marchait bien. Et donc vers 2008, en fait, on s'est dit, plutôt que de vendre des produits qu'on achète à droite à gauche, qui n'étaient pas top en plus, on va les faire nous-mêmes. Et donc on a commencé à faire un premier short qu'on a appelé Venom, Ok. avec un associé qui était au Brésil, un ami associé qui était au Brésil, et qui nous a livré 50 shorts, donc Venom, que nous, on a un peu marketé en mode c'est la marque brésilienne du moment, même si en fait, c'était fait au Brésil, mais c'était pensé par nous. Et puis on a commencé par vendre 50 shorts, puis après on a vendu 100 shorts, 200 shorts. Puis après, très vite, on a commencé à le vendre à d'autres, à des concurrents, mais sur des pays étrangers, donc des dragons bleus, mais en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni. Et donc, petit à petit, on a commencé à développer le truc. Ok. Voilà, puis après. Donc tu passes de dropshipping à création d'une marque Ouais, c'était où pas tu. dropshipping, c'était vraiment. On dessinait, on les recevait chez nous Ok. et on les livrait à nos revendeurs, à nos clients. Donc c'était vraiment du business très très classique, Ouais. ce qui est encore le cas aujourd'hui de Venom, mais juste c'était à l'échelle, une petite échelle, quoi. C'était 2-3 cartons qu'on recevait. Et donc la boîte explose à un moment donné avec l'essor du MMA Ouais, c'est dans même le pas une monde. explosion, c'est vraiment, enfin, ça grandissait chaque année, mais nous, on était autofinancés, ce qui est aussi le cas de Bohémie. Donc, Ok. quand tu es autofinancé, tu n'exploses pas. Enfin, tu grandis chaque année de 30-40%. Donc, au début, tu fais 500 000, puis 1 million, puis 1,5 million, puis 2. Donc, on a mis comme ça 5-6 ans. Et au bout de 5-6 ans, ouais, on commençait à avoir une taille qui était importante. On a commencé à sponsoriser des combattants de l'UFC. Et Mm. c'est ça qui nous a donné aussi une notoriété vraiment au niveau mondial. Parce que quand tu commences à sponsoriser des gens à l'UFC, tout le monde te connaît en fait. Et aujourd'hui, tu as vendu toutes tes participations ou tu es encore actionnaire de la société? Non, moi, j'ai tout vendu à mon associé de Historique, ouais. l'époque, entre 2014 et 2016. Ok. Et là, c'est là où j'ai démarré justement. Je voulais partir sur un nouveau projet, plutôt à moi. Enfin, je voulais vraiment être autonome sur un nouveau projet. Et c'est là où j'ai choisi la boulangerie pour. Et sur Bohémie, tu es seul actionnaire Alors moi, ou j'ai tu as des démarré parce associés? que justement, je sortais de cette aventure-là, donc je voulais vraiment être seul et je voulais avoir les coups des franches et me dire voilà, c'est mon projet. Donc j'ai démarré seul. Et en fait, j'ai rencontré chez Ferrandi, quand j'ai passé mon CAP, Magali, Ok. qui est devenue ma première salariée. Et en fait, on s'est hyper bien entendu. Et puis, elle a pris pas mal de place dans la société. Donc, on s'est associés dès la deuxième boutique. Et puis ensuite, sur toutes les autres boutiques. Et maintenant, on a créé un groupe. Et Magali est associée avec moi Ok. sur l'ensemble du groupe. Et pour bien comprendre l'idée de ce podcast, c'est aussi d'inspirer des potentiels
personnes qui sont dans le secteur de la boulangerie, bah, dans une aventure entrepreneuriale, peut-être qu'il y en a qui veulent, s'inspirer de toi. Donc pour bien comprendre, toi, tu as vendu ta précédente entreprise, enfin, tu as vendu tes parts de Venom, tu cherchais un nouveau projet, tu savais pas encore que tu voulais travailler dans la boulangerie, tu étais en phase, Ouais, tu as vendu ouais, voilà, sans, parachute de sécurité ouais. et donc tu te retrouves dans une situation où tu as, un capital pour faire un réinvestissement. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la boulangerie? C'est, l'attractivité du marché, c'est la passion, c'est, le côté, un peu, patrimonial où en fait, tu as quand même des fonds de commerce, qui ont de la valeur. Enfin, qu'est-ce qui t'a, fait Bah, moi, en fait, décider, la boulangerie? je suis parti de Venom et j'avais envie de repartir sur un projet. Ce qui me plaisait chez Venom, c'est que c'est un domaine que j'adorais, le sport. Donc, je trouve que travailler dans un domaine qui te plaît, c'est toujours en plus. Et j'aimais beaucoup aussi le côté développement international. Et OK. donc, quand j'ai voulu recréer une boîte, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'international, qu'on peut exporter, qu'on sait faire en France, qu'on ne sait pas faire ailleurs. Et il n'y a pas 50 trucs. En France, on est très fort sur le luxe, sur les avions et sur la gastronomie. Bon, le luxe, il y a des gens qui ont déjà fait ça Mmh. avant et qui le font Très bien. concurrentiel. Ouais, ils sont Faire bons, des... quoi. Voilà, Il y en a je vais pas. quelques-uns, mais ils sont très forts. Voilà, je vais pas aller concurrencer Bernard Arnault, puis c'est pas mon domaine. L'aéronautique, c'est spécial aussi. Et donc, par contre, la gastronomie, moi, c'est un truc que j'adore, surtout le sucré. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, j'adore ça. Il y a un vrai potentiel à l'international. Et en plus, je trouvais qu'il y avait aussi un potentiel business, parce que je voyais bien que on pouvait faire des choses nouvelles. Enfin, on pouvait innover dans ce milieu-là. Et je trouvais que c'était plus intelligent d'aller sur un milieu très traditionnel et d'innover plutôt que d'aller sur un domaine ultra concurrentiel pour essayer de sortir la nouvelle app super à la mode en étant en concurrence avec 200 startups sur Paris. T'as Donc, jamais été, boîte, technologique justement où tu crées un logiciel, où tu parce que moi, tu j'ai nous as dit que tu as travaillé, des moi, j'ai vendu du logiciel pendant assez longtemps, donc ça m'a toujours plu et j'adore ça. Mais je me voyais pas, moi, j'ai pas cette compétence-là. Je voyais pas par quel bout prendre ce truc-là. ouais. J'aurais adoré créer Spotify ou indépendamment de Ouais, la bien taille, sûr. mais je trouve Ouais. que le domaine tech, moi, me passionne. Et d'ailleurs, c'est des choses que j'utilise chez Boemi. Mais je voyais pas comment j'allais être crédible et comment j'allais créer ce truc-là. Alors que OK. la boulangerie, je me voyais bien dire, OK, je prends une petite boulangerie et puis dedans, je mets tout ce que j'ai appris chez IBM, chez Venom, et j'essaie d'en faire quelque chose de différent. Et c'est ça, Boemi, en fait. Et donc tu es parti sur, voilà, sur, l'idée que tu aimais ce secteur, tu aimais la pâtisserie, et tu voyais le côté expansion internationale. Toi, ton secret, alors il y a rien de enfin, dévoile rien de confidentiel, mais tu es parti, de quelle, vision? Moi, j'ai un peu analysé, tu as des zones très touristiques, où il y a beaucoup de passages. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui, déterminent, tes choix de nouveaux emplacements? C'est quoi un peu, tu vois, tes secrets et la vision de Bohémie, d'un Ouais. point de vue, entrepreneur? Nous, il n'y a rien de secret, en fait. Moi, que ce soit chez Venom ou chez Boemi, on a toujours été hyper pragmatique. Pour la boulangerie, nous, ce qu'on s'est dit, c'est on veut des bons produits. Donc, forcément, fait maison et 100% artisanal. On ne voyait Ouais. pas l'intérêt de créer une nouvelle chaîne de boulangerie industrielle. Il y en a déjà pas mal. On voulait des bons emplacements. Donc, peut-être qu'on en reparlera de ce qu'est un bon emplacement. Des lieux un peu sympas. C'est vrai que les boulangeries, c'est assez classique, assez traditionnel. Ouais. On voulait un peu casser ces codes de la boulangerie, parfois un peu tristoun, et des prix corrects. Parce que des fois, à Paris, tu as des super bons produits, mais à des prix qui sont délirants, ou alors des choses qui sont pas terribles, parfois même à des prix délirants aussi. Donc on voulait vraiment trouver un peu cet équilibre et faire vraiment la boulangerie un petit peu ultime, entre Mmh. guillemets, sans faire des choses incroyables, mais un super bon produit, un bel accueil, un beau lieu, un bon prix. Voilà, c'est ça qu'on voulait faire. Donc il n'y a il y a rien de secret. Mais après, une fois que tu as dit ça, il faut le faire. Faut Et c'est là exécuter où après. c'est compliqué. Et donc du coup, déjà, le 1er enjeu, tu fais tout, maison, tu as des Mm. gros enjeux de production. C'est quoi la taille de ton équipe? Est-ce que tu rencontres des enjeux, sur ton personnel? Tu vois, c'est quoi tes enjeux, juste sur la partie production? La production, c'est déjà, il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce que nous, on a fait un CAP boulangerie avec Magali, mais déjà, tu fais un CAP boulangerie, t'es pas boulanger. Tu connais Tu le comprends, ouais. métier, mais t'es pas un grand boulanger. Et t'es encore moins un pâtissier, et t'es encore moins un tourier. Donc ça veut dire qu'il faut quand même prendre des gens qui viennent t'aider et viennent te compléter sur ces Ouais. marchés-là.
Donc nous, on a démarré, on était tout petits, on était 5, dont Magali et moi. Mais on avait un pâtissier et un boulanger, plus un vendeur. Donc on était 5. Et après, plus tu te développes, plus tu recrutes des gens, pâtisserie, Hmm. tour, snacking, boulange, pour te développer. Et la première année, du coup, tu bossais comme un dingue avec Magali. Première année, oui, tu fais tout, Ouais. tu produis, tu vends, tu fais la Ouais. compta, la finance, le service du matin, la fermeture le soir, un petit break entre les deux pour dormir. Donc ouais, c'est Et toi, c'était quoi le plus dur au début? C'était le. en intensité. Ouais, parce que je suppose que la partie administrative, Nous, on gestion. faisait beaucoup de ventes au début parce qu'en fait, c'est là où, Ok. on avait le moins d'aide puisqu'on était vraiment en équipe ultra limitée. Donc, tu essayes de faire de l'ouverture à la fermeture quasiment 7 jours sur 7. On faisait pas 7 jours sur 7, mais peut-être qu'on prenait un break. 6,5 quoi. Ouais, peut-être, ouais, je me souviens même plus. Mais donc, on était à fond sur ça et en même temps, développer et en même temps manager les gens. S'assurer de la qualité, produire quand les gens n'étaient pas là. Tu vois, Ouais. quand tu es 5, si tu as quelqu'un qui est absent, Et toi, tu as la possibilité, si ton tourrier est absent, boum, tu te descends en bas et tu peux. Enfin, au début, oui, je parle. oui, Évidemment, tu le fais plus aujourd'hui, mais on pouvait remplacer, alors dans une certaine mesure. Moi, ça m'est arrivé d'arriver à 2 h du matin pour cuire les pour pains. dépanner. Tu sais pas quels pains sont où, tu sais pas à quelle heure Ouais. ça a été mis. Bon, tu cuis ce que tu peux, et puis si tu sauves la moitié ou les 2 tiers de la fournée, c'est bien, tu vois. Mais il y a des choses qui sont perdues. Et aujourd'hui, c'est quoi un peu ta journée type Jean-François, il fait quoi quand il se lève est-ce qu'il est plutôt en gestion? Est-ce qu'il se déplace dans les points de vente? Est-ce que tu manages encore les équipes de prod? Tu vois, c'est quoi un peu Il y a ta journée type? plein de choses différentes. On est un peu, nous, en tant que dirigeant, tu es un peu là où ça chauffe, quoi. Donc Tu règles les là, problèmes tous les jours, quoi. nous, on n'est pas là où ça va bien. Donc, Ouais. ça peut être réunion avec des équipes de prod. Alors, ce qui est sympa, c'est la partie R&D, nouveaux produits, etc. Donc là, tu vas goûter 15 éclairs. Donc ça, c'est la partie un peu cool. La partie moins cool, c'est regarder comment les équipes sont organisées, où est-ce qu'on peut gagner en productivité, un nouveau magasin, vérifier un chantier, faire du recrutement, les payes, l'admin, Ouais. les différents contrôles fiscaux, sanitaires, enfin tout, quoi. Donc il n'y a Donc pas vraiment de journée type, quoi. tu bosses comme un dingue ou tu arrives justement à prendre un peu de temps en temps Non, pour moi, toi? après, ça dépend de ce qu'on attend comme un dingue. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais j'ai toujours un peu mélangé Ouais. le perso, le pro. Donc, moi, je Ok. peux travailler un samedi après-midi, mais je peux m'arrêter un mardi à 15 h pour faire 1 heure de foot avec mes enfants. Donc, tu vois, moi, j'essaie de faire les deux. Comme un dingue, non. Moi, je démarre à 7-8 h, je finis à 7-8 h aussi le soir. Ok. C'est des journées. T'as combien d'enfants, si c'est pas indiscret? J'ai deux petits garçons, des jumeaux. Ils ont quel âge? Ils ont 8 ans. Et des jumeaux, ok. Ouais. Ça a dû être intense. Ouais, mais 8 ans, ils Ouais. sont arrivés au début de Bohémie. Ouais. Voilà, donc ouais, on a tout fait en même temps. Et Mais du coup, ils viennent dans les boulangeries de temps en temps? ouais, de temps en temps, ouais. Ouais. Là, ils vont commencer à venir bosser un petit peu pour voir ce que c'est que. Bah, ils peuvent faire à 8 ans, tu vois. Non, 8 ans, c'est un peu tôt quand Non, même mais pour. moi, je leur donnais une petite éponge, Ouais, d'aller laver les tables et tout, bon, ils pour sont au voir labo, quoi. Ouais. pour voir un petit peu ce que c'est que le travail, quoi. Et petite question, ça a bien fonctionné à la Saint-Valentin, les pâtisseries? J'ai vu que tu avais pas mal communiqué Ouais. avec ta masterclass. Ça a bien fonctionné dans les Ouais, cette année, boutiques? on voulait faire un truc un peu différent. Donc, on s'est dit, on va remplacer toutes les pâtisseries et faire que des fleurs en trompe-l'œil. Et donc, on a fait à peu près 2000 roses de 6 couleurs différentes. Donc, quand on rentrait dans le magasin, il n'y avait que des roses, en fait, de toutes les couleurs. Donc, l'idée, c'est de dire un peu la boulangerie, de boulanger, on devient un peu fleuriste. C'était un peu ça le thème, un peu Et alors, du storytelling. coup, dans les résultats, tu as des Bah, chiffres un peu ça a Tout a été vendu, donc ça c'est cool, parce que bon, quand tu bosses beaucoup, c'est énormément de travail pour la pâtisse, donc si tu Mmh. jettes, c'est un peu décevant. Donc non, on était bien en termes de vente, beaucoup de retours positifs. Puis ça permet, tu vois aussi, c'est ce qui manque un peu parfois en boulangerie, c'est que c'est des métiers où tu fais tous les jours la même chose, et d'arriver de temps en temps à casser Mmh. cette régularité pour qu'il se passe quelque chose de différent. Moi, je trouve que c'est sympa. Alors après, c'est du travail parce que tu sors de ta routine quotidienne. Mais je trouve que c'est sympa et ça rythme un peu l'année plutôt que de faire tous les jours les mêmes produits où Mmh. c'est parfois un peu triste, quoi. Et donc sur le sujet production, toi tu gères comme ça. Donc c'est la production, c'est en boutique et vous avez aussi un labo pour la pâtisserie, c'est ça? Alors Ou tout est en boutique? on a créé un labo l'année dernière et Ouais. on a centralisé quasiment tout en production au labo. Ok. Et il Donc est proche Paris? il a Clichy.
Il est à Clichy, ouais, ok. donc il est vraiment pas loin. Ok. C'est quelques stations de métro, Ouais, ouais. donc ça c'est top. Et donc on a tout centralisé là-bas. On garde juste un tout petit peu de cuisson dans les magasins. Mais en fait, centraliser dans ces métiers-là, et surtout quand tu fais maison, c'est hyper important parce que tu garantis une qualité que tu peux plus avoir quand tu as 5, 6, 10 boutiques. Hmm. Parce que là, tu es dépendant de 5, 6, 10 personnes. Et si une personne fait une erreur, ça impacte ta production. Là, en fait, tout est centralisé. Alors, si tu rates un truc, tu rates pour tout le monde. Mais au moins, tu le sais. Donc, à la limite, au pire, tu retires les produits. Mais si tu veux avoir une bonne qualité, une bonne démarche de production, Hmm. centralisée, c'est top. Et ça, c'est depuis combien de temps que vous avez le labo? L'année dernière. Ok. Nous, on est vraiment allé loin dans le côté décentralisé, puisque jusqu'à l'année dernière, on est monté à quasiment 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des productions qui étaient décentralisées 15 millions sur 5 sur boutiques 5 boutiques. Ouais. Sur 5 boutiques. en Enfin, 4, France. Tu prends que 4, ça en France. ouais, 4 Ok. puisqu'on en a ouvert une, la cinquième, on l'a ouvert en juillet, donc après le labo. Donc 4. Et là, c'est sportif parce que tu fais les flancs dans une boutique, les croissants dans l'autre, tu échanges ça tous les matins, puis dans des conditions de travail pour les employés qui sont Hmm. pas top, quoi. Parce que dans Paris, c'est pas top. C'est clair. De Clichy, je pense que c'est bien desservi. Ils peuvent se garer potentiellement. À Clichy, quand tu travailles chez nous, tout est climatisé. La salle de pause, elle fait 250 mètres carrés. Tu as un baby-foot, une cantine, une PlayStation, une salle de pause, des vestiaires, des douches. C'est des choses qui, à Paris, n'existent pas. Ouais. À Paris, nous, rue de Turbigo, vers la fin, la pâtisserie, ils étaient 25 Un peu collé, ouais. avec une toilette et un vestiaire de 3 mètres carrés. Et ça, du coup, ça a amélioré tes recrutements. Ça aide, ouais. Alors déjà, on garde les gens. Nous, en production notamment, on a assez peu de gens qui partent. Ok. Bon, ça arrive et c'est normal, mais on en a assez peu. Et nous, on a vraiment pensé ça pour ça. L'idée, c'est que les gens, la production, Tu fidélises tes collaborateurs en production. Ouais. quand tu fais maison, l'équipe de prod, c'est le cœur de Ouais. de ton activité. Donc, fidéliser ces gens-là et faire en sorte qu'ils soient bien, c'est super important. Puis après, tu peux aussi acheter des machines, des outils, des grandes chambres froides. Donc, ça fait un travail qui est quand même moins pénible que quand tu travailles dans 15 mètres carrés. Et du coup, tu as mis des choses en place. Je sais qu'il y il y a des entreprises qui mettent la semaine de 4 jours ou alors des horaires un peu plus condensés. Toi, tu as mis des choses en place sur la partie horaire ou pas? Alors, ça dépend des métiers, mais oui, par exemple, sur le tour, on a des semaines de 4 jours. Ok. Sur d'autres métiers, comme la pâtisserie, c'est plus difficile puisqu'on produit tous les jours et tous les matins. Le tour, on peut produire des croissants pour 3 jours. Donc, ça s'adapte plus à une déconnexion entre les horaires d'ouverture et puis les horaires de production. Ouais. Et après, c'est très différent parce que les boulangers, ils peuvent travailler plus la nuit. Les cuisiniers, c'est vraiment le matin pour faire de l'assemblage pour le midi. Donc, chaque métier est différent, mais oui, ça permet d'avoir plus de souplesse. Et sur la partie vente, je sais que c'est quand même une grosse problématique sur les boutiques à Paris. Sur la partie vente, il y a des vendeurs absents, des vendeurs Mm. qui viennent pas en essai. C'était compliqué. Toi, comment tu gères cette situation? Tu arrives à les fidéliser comme la production ou tu as Alors, aussi des difficultés? c'est plus dur à fidéliser, mais de toute façon, par nature, ça va être plus dur puisque vraiment, pâtissier, tourrier, c'est un métier, c'est une vocation Oui, une presque. passion, ouais, bien sûr. La vente en boulangerie, c'est plus rare. Les gens, on a des gens qui nous disent, voilà, je suis là pendant 1 an et après je veux faire autre chose, ce que j'entends très bien. Donc, c'est des métiers où c'est plus dur de fidéliser. Alors, plus ensuite on monte dans le management, plus ça devient des métiers et des vocations. Donc, on a des gens en management qui sont là depuis des années. Mais vendeur, tu as 18 ans, 20 ans, tu es vendeur. Des fois, c'est une expérience, avant une autre Ouais. expérience qui viendra derrière. Donc là, oui, c'est plus dur. Oui, il y a les absents. Oui, il y a des no-shows sur les rendez-vous. Donc, il faut brasser effectivement beaucoup, Mm. beaucoup de rendez-vous pour trouver du monde. Et après, nous, on essaye, c'est pareil, de donner les meilleures conditions possibles. Donc, déjà, côté salaire, donc nous, on paye personne au SMIC. C'est toujours au-delà. Et puis, il y a des primes de résultats, des primes qualitatives. Mm. On rembourse le pass Navigo à 100%, par exemple, au lieu de 50%. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que travailler chez Bohémie, on veut que ce soit plus agréable et plus intéressant que travailler, je sais pas, chez Starbucks ou chez Ouais, McDonald's ouais, et qu'on ait des t'es gens un qui peu en viennent chez nous. compétition avec les, Ah bah bien sûr, ouais. entre guillemets, avec les Ouais. autres commerçants du coin. Ouais. Et donc, ça, c'est sur la partie personnelle. On y reviendra peut-être après, mais nous, tu vois, on a des solutions
où en fait, nous, on est exclusivement sur la boulangerie et on place soit du personnel de production, soit du personnel de vente. Quand alors, il n'y a pas de solution, nous, on est la dernière roue du carrosse quand c'est l'urgence et quand il n'y a pas une personne du labo qui peut la remplacer ou une personne en vente qui peut aller dans une autre boutique pour dépanner. Les clients, ils nous appellent et on envoie une personne éteindre un peu Mmh. l'incendie et aider directement les clients. Hem, donc toi, juste sur la partie, parce qu'il y a une grosse partie aussi qui est votre valeur ajoutée, c'est la partie créativité. Qui s'occupe de ça? Déjà, créativité sur les produits et créativité sur votre méthode de communication. Vous avez un super Instagram. Qui, dans la société, gère ça? Ouais, c'est assez, enfin, c'est un petit peu tout le monde, dans le sens où, enfin, sur les produits, par exemple, les idées, elles peuvent venir, de moi ou de Magali, elles peuvent venir, de l'équipe R&D, elles peuvent venir de l'équipe pâtisserie, elles peuvent OK. venir d'un stagiaire, qui a une idée. Enfin, nous, les bonnes idées, on les prend «n'importe où» entre guillemets, en production. Ouais, Sur Instagram, maintenant on a une équipe, enfin une équipe, on est, une personne, plus un apprenti, enfin une apprentie plus moi. Donc on est deux trois à travailler un peu sur ces idées-là. Et puis après, bah, tout est lié. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends la Saint-Valentin, ok, bah, on a l'idée de faire plein de roses, mais comment ça on le met en avant? ouais. Quelle histoire on va raconter? Quel réel en fait, on va faire pour raconter cette histoire-là? Donc, Et tu as du coup un salarié en interne, enfin un ou une salariée en interne qui, s'occupe de, par exemple, de toute la partie, réseau, ouais, Instagram, bah, donc on a Eugénie, enfin, qui fait pas que ça, parce qu'elle fait les réseaux, mais elle fait aussi les emailing, la com, le OK, marketing, le design, le packaging, donc, et tout ce qui touche à la communication, à ouais. la communication, au marketing. Après, en fait, on travaille ensemble, hein. Ouais. Donc, moi, je vais donner peut-être des grandes lignes, elle va les exécuter, ou elle va avoir une idée, et puis on va en discuter. OK. Mais ouais, enfin, on a une petite équipe pour ça. Et après sur la partie, vraiment très, emplacement, business, choix du lieu et cetera, c'est quoi, quand tu visites une nouvelle boulangerie, tes critères? Tu vois? Parce que je Ah pense ouais. que tu en as visité énormément. Alors, on n'en visite pas beaucoup parce qu'en OK. fait, on en visite très peu même, dans le sens où il y a plein d'annonces Ouais, tu filtres, où on sait énormément. que c'est pas bon. Et je dirais même que peut-être quand on visite, c'est déjà à moitié fait, quoi, parce qu'en Ouais. fait, tu sais que ça correspond. Donc nous, c'est l'emplacement en termes d'adresse. Il faut que ça cadre avec ce qu'on veut. C'est-à-dire, nous, on recherche plutôt des emplacements un peu mixtes. C'est pas que tourisme, c'est touristes, résidents, des gens qui travaillent. Donc on aime bien des lieux un petit peu polyvalents pour Donc et pas ça permet de diminuer ton risque. Si jamais, je sais pas, il y a un problème de tourisme à Paris, au bah, moins tu as diminuer le la rythme, population enfin du diminuer le risque et puis augmenter ton CA parce ouais. que bah, tu peux travailler le week-end avec des Airbnb qui sont autour. La semaine, bah, et quand il y a moins de touristes, bah, tu as des gens qui travaillent ou des résidents. Donc ça permet quand même d'avoir un business qui est assez lisse dans la semaine. Ouais. Donc, parce que c'est quand même des gros loyers. Donc derrière, il faut quand même faire du chiffre d'affaires. Puis après, c'est le lieu lui-même. C'est-à-dire, nous, on aime bien avoir des grands lieux et puis des lieux qui soient assez statutaires, qui soient sympas pour la marque. On n'ira pas se mettre dans une petite rue avec un lieu pas Ouais. très sympa, même si le chiffre était là. On veut que bah, cet emplacement, les gens se disent waouh, ah ouais, Bohémie, ouais, c'est un lieu sympa, c'est beau. C'est des lieux aussi dans lesquels on peut travailler sur la déco, sur des places assises. Donc, C'est toi qui gères la partie, projet, d'architecte, ouais, bah moi, Magali, et puis après, maintenant, on commence à se faire aider par des cabinets d'architectes, des choses comme ça, mais les 5 premières, on les a faites quasiment, OK. nous, à 100%. Mais qui Euh, dessine du coup? Enfin, bah, tu nous, tu tu OK, donc toi, ouais. tu fournis un plan Bon, au moi, je fais des dessins OK, jusqu'à l'année passée en PowerPoint, tu vois, même OK. pas sur des logiciels de Ouais, CAO, ça, ce que je sais pas faire. Mais tu vois, bah, tu fais des croquis, quoi, ou des dessins, même à la et c'est toi main. qui parlais du coup, aux personnes qui faisaient les travaux sur place? Ouais, Tu ouais, faisais chef de chantier, quoi? ouais, on l'a fait, ouais. Ouais, OK. ouais. Bon, pendant ouais, les trois quatre premières, on a géré à 100%. La cinquième, un peu moins. Et la sixième, là, on est un peu plus pro sur ce sujet-là. Mais ça permet aussi de faire ce que tu Ouais. veux et ça permet aussi de faire des économies. Et puis, ben, au début, quand tu pas d'argent, tu fais toi-même, hein, tu pas le choix. Parce que donc du coup, sur la partie, financement, donc toi, tu nous disais que tu avais vendu tes participations, dans Venom et que, du coup, ça t'a servi en termes de réinvestissement. Enfin, tu nous l'as pas dit, mais c'est ce que j'en déduis. Heu, Toi, tu, as eu des aides, de financeurs. Tu nous disais que tu étais autofinancé, donc Ouais, tu as pas fait de levée de non, fonds. Il y a aucune personne qui a investi dans ta boîte? non, Donc tu es, ouais, tu es 100 actionnaire ouais, avec, enfin, tu as avec peut-être Magali, ouais. avec Magali.
et tu as refusé toute aide, par exemple, même de l'écosystème, de moulins, Après, on n'a pas refusé d'aide parce qu'on ne nous a pas proposé, donc OK, c'était pas dur à refuser. Non, mais en fait, non, mais en vrai, non, en vrai, il y a pas beaucoup d'aide. Enfin, ouais, les moulins, ils peuvent te faire un prêt, ils peuvent te faire un mais prêt ils vont comme te une banque, ouais. prêter, bon, 10 000 à 20 000 euros. À l'échelle d'un projet comme ça, c'est pas grand-chose. Donc on a fait des prêts bancaires, hein. Donc on travaille avec le Crédit Agricole, qui nous suit depuis le OK. début. Donc ça, c'est cool. Enfin, ils nous prêtent de l'argent, mais il faut le rembourser, puis il faut payer des intérêts. Moi, j'ai mis un peu d'argent personnel que j'ai récupéré effectivement de Venom, mais pas tant que ça. Enfin, moi, j'ai mis 200 000 euros pour lancer la première boulangerie. Donc 200 000 € d'apport pour ta première. Ouais. Après, on a dû prendre 350 au Crédit Agricole, ça fait 550, 600. Et comme on fait nous-mêmes, parce qu'on revient sur le point précédent, bah, nous, on a construit nous-mêmes la boulangerie. Donc aujourd'hui, avec 500 000 euros à Paris, tu achètes une toute petite boulangerie. Nous, on a Ta fait. première, elle valait 500 000 €, la Ça nous première a coûté boulangerie? 500 000 euros, ouais. Ouais. Donc c'est très peu. Bah ouais, c'est peu, ouais. Et donc aujourd'hui, elle fait combien de chiffre d'affaires? Entre 3 et 3,5. Ouais, donc t'as fait un coup de fusil. C'est incroyable de Ouais, mais faire c'est un des coup de multiples comme ça. fusil, De manière organisée, voilà. Parce que si tu prends un agenceur et qu'il te demande 400 000 euros Ouais. juste pour faire une jolie salle, bah déjà c'est plus 500 000, c'est 1 million. Et puis Mm. deux, il faut aussi que derrière tu la fasses, Ouais. travailler pour faire ces chiffres d'affaires-là. Et les coûts des travaux, c'était 2016, 2017, ouais. 2017 versus aujourd'hui, avant qu'on démarre le podcast, on parlait de ton dernier chantier. T'as remarqué une augmentation Alors, c'est pas tant l'augmentation, je pense que ça a monté, mais c'est pas tant ça que nous, on a aussi des exigences qui sont plus tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que Ok. quand on a démarré, nous, la déco, on allait chez Ikea à Leroy Merlin, on dépensait 300 euros et on a fait la déco de la boulangerie. Mais ce qui n'empêche pas de vendre, hein. Et d'ailleurs, il y a plein d'éléments Et donc, encore. t'allais avec ton trafic chez Ikea, tu Ouais, bien chargeais le sûr. camion. Ah, bien sûr, ouais, bien sûr. Ah, mais tu vois, ça, c'est super important parce qu'en fait, quand tu lis Bien sûr. plein de success stories et tout, tu as l'impression qu'il faut lever 10 millions d'euros pour créer n'importe quelle société. Non, Hmm. tu peux faire plein de choses toi-même. Et un client, il rentre pas pour le lampadaire ou pour la tasse. Hmm. Nous, maintenant, on n'est plus chez Ikea en tasse, mais il y a encore 6 mois, toutes nos tasses Hmm. étaient Ikea. Et ça n'empêche pas de vendre. Ah, mais bien sûr. Donc, sauf qu'à un moment donné, quand tu veux, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, développer la marque à l'international, la franchise, etc., tu te dois d'aller vers des standards qui soient un petit peu plus carrés, professionnels, entre Ouais. guillemets. Mais tu vas aujourd'hui rue Turbigo, tu retrouves des cadres Ikea à 3 euros, des suspensions Hmm. à 50 euros de Leroy Merlin, et ça n'empêche pas de vendre. Et en plus, c'est Et beau. le client sait pas. Tu vois. Tu, Et tu nous, vois, et nous, dès qu'on tu a me dis ouvert ça, je savais pas du dès qu'on tout. a ouvert à Turbigo, les gens ils rentraient, ils disaient waouh, putain, c'est top ici, c'est quoi votre décorateur, qui a fait ça, vous avez un architecte. C'est Ils disaient, Bibi. ouais, non mais parce que juste on avait mis, tu vois, c'était un peu gris, métal, c'était un peu Ouais. sympa, bois clair et tout. Donc c'était dans les tendances du moment, mais des tendances que tu trouves Ouais. sur Pinterest. Donc nous, on a des gars, ils nous ont Ok. demandé 50 000 euros pour faire une étude de style pour la salle. Et les gars, on leur a dit, mais attendez, 50 000 euros, moi pour Ouais. 500 euros, je vais la décorer à la salle. Et c'est ce qu'on a fait. Tu vois. Donc quand tu démarres de rien, bah tu t'adaptes Ah, et il tu faut fais être un avec ce que couteau tu as, quoi. suisse, Ouais, ouais. faut être C'est pour ça que complet. je pense que l'argent, c'est pas le critère numéro un, et c'est même un mauvais conseiller. Hmm. Parce que si demain, tu as Ouais, ça 3 te met millions la d'euros, pression pour bah, aller tu vas dire, vite. OK, bah, je vais acheter un super beau marbre, je vais acheter un super beau lustre, mais ton lustre, il va pas faire vendre un croissant de plus. Hmm. Tu vois, ce qui est important, c'est que quand tu rentres, il y a un vrai sourire, ce soit propre et les produits soient bons. Et ça, c'est pas un architecte qui va te le Hmm. faire. Nous, notre vision de la levée de fonds, c'est de se dire que ça permet de détendre un peu l'entrepreneur qui est déjà très stressé de son quotidien, etc. Tu vois, il peut un peu se payer, il peut avoir un peu moins de pression sur le côté financier. Ça, une levée de fonds, ça aide. Et les inconvénients, c'est que oui, tu es plus tenté d'être gourmand sur les dépenses, parce que du coup, bah, tu as plus d'argent sur ton compte. Donc, on trouve toujours plus de solutions quand on n'a pas de cash sur le compte en banque. On est toujours plus Ouais, démerdard, mais etc. c'est comme dans la vie normale. Enfin, quand tu as Ouais, bien sûr. 20 ans, bah, tu te fais des pâtes, tu regardes le prix du verre dans la brasserie. Quand tu es un peu plus à l'aise, bah, tu dépenses vite 3 à 4 fois ce que tu dépensais à 20 ans et tu n'as pas forcément Hmm. beaucoup plus. Mais juste, tu vas pas les regarder. Voilà, tu vas t'acheter une paire de baskets, 2 fois le Hmm. prix, 3 fois le prix. Donc ça va assez vite. Et dans le business, il faut faire attention parce que, enfin, surtout dans la boulangerie, c'est quand même des gros capitaux. Tu peux vite passer de 500 000 euros la boulangerie à 1,5 million. Et ça peut aller assez Hmm. vite, hein. Et en plus, tu as quand même des enjeux où c'est des activités un peu patrimoniales, où tu as quand même une valeur à la fin. Et donc, du coup, bah, tout l'intérêt d'être 100% propriétaire, c'est que tu es chez toi
Et nous, c'est quand même un sujet intéressant parce qu'on voit quand même beaucoup de boulangeries ou de franchiseurs ou de franchises qui se développent avec des fonds d'investissement. Et un des inconvénients, selon moi, encore une fois, ça m'est propre, c'est que tu maîtrises pas forcément ton rythme d'accélération. C'est-à-dire que le fond peut te pousser à aller beaucoup plus vite que ce que toi tu veux. Et quand tu vas vite, enfin, Ouais, la personne qui va vite, pour moi, elle a une possibilité de faire des erreurs beaucoup plus fortes bah que ouais, si. il peut te pousser à aller plus vite que ce que tu veux ou que même que ce que tu peux. Tu vois, tout à l'heure on parlait des emplacements. Nous, des emplacements, Tu on prends ton envoie temps. je sais pas, enfin des dizaines par semaine, enfin en passé, et on en visite un tous les 6 mois. Mais nous, on n'a pas de problème parce que moi, demain, j'ai un bel emplacement, je le prends direct. J'ai pas d'emplacement pendant un an, bah, on n'ouvre pas. Et c'est pas grave. Alors que Aujourd'hui, si si tu tu te as une dis, opportunité, ouais, les banques, elles te suivent sur n'importe quel bah, tu emplacement. te débrouilles. Enfin, elles me suivent, il Trouve une faudra aller solution, leur quoi. expliquer, ils vont nous challenger, et Tu fais puis un on va se dossier. débrouiller. Et puis, c'est jamais facile. Enfin, aujourd'hui, on n'a jamais été bloqué par ça. Mais par contre, on n'est pas en train de se dire, OK, cette année, on va en ouvrir deux. Et là, je pense que c'est ça qui est dangereux. Parce que si tu dis, je vais en ouvrir deux, et que tu n'as pas les bons emplacements et que tu y vas quand même, Et pas bah, le personnel qui suit ouvres deux, aussi. trois mauvais emplacements. Enfin, il y a des boîtes, même sur Paris, hein, qui ont fait ça. Deux, trois mauvais emplacements, t'es mort. Et ça te coule. Tu vois, et ça coule tout le réseau. Donc, il faut vraiment. Enfin, moi, je trouve que l'emplacement, il faut vraiment être patient. De toute façon, Ouais. il faut être patient quand tu es entrepreneur. Si tu veux aller trop vite, si tu es sur des métriques d'ego en disant, ah, lui, il en a 8, moi, j'en veux 9, et lui, il en a 10. Nous aussi, on raisonne comme ça. Et quand on voit un gars qui en ouvre 10 par an, bah, on se dit, waouh, il est trop Comment il fort. fait? Ouais. Voilà, mais il faut pas, enfin, ça peut être des mauvais conseillers, je trouve. Ah bah, ce qui est sûr, c'est que se comparer sur des communiqués de presse où tu vois qu'il y a un autre acteur qui en ouvre plein, on connaît jamais vraiment les insights. Ça se Ouais, trouve, mais le tu connais gars, en jamais fait, l'histoire, ouais. gagne pas d'argent et soit très bénéficiaire sur une boulangerie, soit très déficitaire sur une autre. Et on sait jamais, tu vois, le nombre de fois où nous, on a vu des très très belles boîtes sur le papier, en fait, 3 ans après, cracher parce qu'ils sont allés trop vite, il y en a plein, hein. Mais ça arrive tout le temps, hein, Pas dans la boulangerie, enfin, ouais. Bah, dans non, plein de mais il y en a secteurs dans tous les d'activité. domaines. Mais tu sais, même chez Venom, moi, je me souviens, à l'époque, on voyait des marques arriver, des marques US, ils prenaient le champion du monde. Tu disais, mais waouh, comment ils ont fait? Ils ont eu, je sais pas, Georges Saint-Pierre, la grosse star canadienne et tout. Puis en fait, ils avaient dépensé 500 000 euros. Bon, bah, 2 ans plus Oui, tard, ils étaient ruinés, quoi. Et donc, effectivement, si tu as 3 millions d'euros et que tu prends 3 champions et que tu n'as plus d'argent au bout de 18 mois, enfin, tout le monde peut le faire. Alors que nous, on était patients et on prenait des gars bah, moins connus, puis un peu tu plus misais connus. sur les bons profils, quoi. Voilà. Et puis la boulangerie, ben, c'est pareil. Même en boulangerie, on a vu des gens lever des fonds et puis bah, plus ou moins se cracher parce qu'ils allaient trop vite, quoi. Mmh. Donc, il faut vraiment être patient. Il faut être patient, je pense. Et donc toi, comment tu contrôles ça? Parce que tu as toujours le côté, enfin, c'est un jeu d'équilibre entre, être très ambitieux, vouloir aller vite et être patient et faire les choses très bien. Toi, comment tu te contrôles, hem, en interne dans toi-même pour, tu vois, pour te réguler? Ouais, bah, c'est ce que tu as dit, c'est un équilibre. Donc, c'est toujours bah, risque, opportunité. Et puis, tu n'es jamais sûr. Tu demandes à ta femme, Bah, avant, bah, je demande à ma femme, je demande à mes potes. Enfin, Ouais, moi, ça m'arrive de demander à mes proches, tiens, t'es à l'adresse. Et puis, les gars, ils vont me dire, ah, moi, je connais, je connaissais là-bas, j'allais manger là. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça qui peuvent t'aider. Mais c'est surtout au fond de toi, il faut te dire, est-ce que, OK, ce projet-là, j'y crois à mort. Et après, tu peux te tromper, mais j'y crois à mort et j'y vais. Ou alors, tu dis, ouais, ouais, j'y crois moyen, mais là, quand même, là, il faut qu'on en ouvre trois, il faut qu'on en. ouais, Voilà. ça, c'est pas bon, ça. C'est pour quelle raison tu y vas. Mmh. Voilà. Et après, si tu y vas pour des raisons qui te semblent bonnes, mais que tu te plantes, bon, bah, ça arrive, tu vois. Mais au moins, tu l'as fait pour les bonnes raisons. Mais si tu fais pour les mauvaises raisons, parce Mmh. qu'il y a un fonds d'investissement qui te dit, ouais, les gars, j'en veux 25. Moi, souvent, je vois passer des communiqués de presse, même en boulangerie, hein. Ils disent, ah, ils ont levé tant, ils vont ouvrir Oui, bien 50 sûr. boutiques dans les 5 ans. Mais qui peut dire qu'ils vont ouvrir 50 boutiques dans les 5 ans? Mmh. Si elles n'en ouvrent que 15, mais qu'elles sont top, c'est quoi le problème? Enfin, vas-y, fonce. Mmh. Si elles en ouvrent 50, mais que ta qualité, elle chute, que les gens sont pas contents, que tes boutiques, elles marchent pas, que tes franchisés, ils n'ont pas d'argent, bah, ta boîte, elle est crachée. Mmh. Donc, Faut toujours se rappeler l'intérêt de chaque partie et de temps en temps, l'intérêt des fonds, il faut vraiment, l'identifier et se dire, potentiellement l'intérêt d'un fonds, c'est juste de faire une plus-value sur, investir dans une boîte pour potentiellement la revendre à un autre fonds. Nous, de temps en temps, on a vu des cas où, un fonds rentre dans une boîte, ils le revendent à un autre fonds
qui ce fonds-là le revend à un autre fonds. Ouais, bah, de toute façon, Et c'est des opérations comme de toute façon, en la boulangerie, vente dans une boulangerie. tu vas ramener en bourse, donc le Oui. fonds, il va vendre à un autre fonds, tu vois, probablement. Mais ce qui en soi, moi, me choque pas. Et comme fonds veut Oui, gagner de l'argent, moi, quand ils je ont crée une raison. entreprise, si je peux gagner de l'argent, je suis pas contre. Mais moi, je trouve que c'est des métiers, où, particulièrement la boulangerie, où il faut quand même. C'est des métiers où il y a des vrais fondamentaux, il y a du réel, il y a de la production, il y a des matières premières. C'est pas scalable comme une application. La boulangerie, c'est pas comme ça. Quand tu passes de 10 à 20 millions, tu le sens passer. Parce que bah, tu multiplies par deux tes chambres froides, par deux tes équipes, par deux tes camions de livraison, par deux tes Mm. magasins, par deux tes. Enfin, tout devient plus compliqué. Toi, Donc, psychologiquement, tu as une limite un peu en tête du nombre de boulangeries que tu veux avoir ou pas du tout. pas de limite? Non. Tu verras en fonction des opportunités. Nous, la limite, c'est de continuer à garder l'ADN de Bohémie, c'est-à-dire faire de la qualité, d'être fier de ce qu'on fait, de pouvoir regarder nos clients dans les yeux et leur dire voilà, ce muffin, franchement, c'est peut-être pas le meilleur du monde, mais c'est un des très Ouais. très bons produits Bah, on l'a qu'on fait retrouve déjà. sur Paris. Voilà. Et pouvoir leur dire en y croyant et en étant sincère. Le jour où on dira ok, là on peut se développer, par contre on va faire des produits, bon, ils sont pas top, mais par contre ça va marger à mort et tout. Là, ce jour-là, ça m'intéressera moins. C'est pour ça que nous, on n'est pas du tout dans la course Ouais. aux boulangeries de province, de rond-point, etc. Moi, faire un produit un peu lambda et le vendre à des milliards de gens, ça m'intéresse pas trop. Je préfère vraiment, tu vois, faire ce qu'on a fait ce week-end-là sur Être Saint-Valentin, fier de ce que tu faire fais. un super beau truc, une super belle idée, que les gens disent waouh, c'était génial ce que vous avez fait, tout en gagnant de l'argent, tout en se développant, tout en payant nos équipes et tout, hein. Donc c'est toujours une question aussi Ah bah, c'est d'équilibre. l'unité de mesure à Mais la on fin. veut garder l'ADN de Bohémie, mais ça tombe bien parce qu'on trouve que le marché sur lequel on est, au niveau français et mondial, Mm. il est de toute façon colossal. Donc c'est pas un marché où on se dit ok, à 6 boutiques, on arrive au plafond et c'est fini, quoi. Ok. Là, c'est que le début. Bon, hyper intéressant ce que tu nous racontes là. Moi, j'ai retenu quand même le multiple de ta première boulangerie qui est incroyable pour moi, de 500 000 à 3 millions de Ouais, chiffre mais d'affaires. enfin, non, mais c'est marrant parce que quand on a visité ça avec des gens qui vendent du matériel, donc des pseudo-experts entre guillemets, et le gars il rentre, il nous dit ouais, ici vous ferez 400K. Moi, je dis, putain, quand même, 250 mètres carrés, rue de Turbigo, tu vois, c'est pas les Champs-Élysées, mais c'est quand même. Belle hauteur sous plafond, non? Non, enfin, ouais, enfin, 3 mètres, Ouais. mais enfin, non, enfin, c'est vraiment un beau local. Enfin, c'est pas un local extraordinaire, mais c'est un beau local. Tu dis, quand même, attendez, les gars, 400 000 euros. Bon, ben, donc, on a démarré, première année, on a fait, je sais pas, 700 000, je crois. Puis après, ben, ça monte. T'as fait Mais, du x10 par rapport à ce qu'il t'avait annoncé. ouais, un peu moins, ouais. Après, le gars, il savait pas forcément. Oui, oui, oui. Mais si tu veux, c'est pour dire qu'il n'y a pas. Enfin, un potentiel, il n'est pas lié à un emplacement. Il est lié à ce que tu en fais. Tu vois, peut-être qu'une autre personne aurait fait peut-être Hmm. plus, peut-être moins. Cédric Grolet, dans la moitié de ça, il fait le double, peut-être. Tu vois, c'est différent. Et il va un peu plus cher aussi. Ouais, un peu plus cher. Ouais. Bah, c'est plus facile. Ah bah, voilà, la pâtisserie, c'est plus Tu facile. m'étonnes. Ouais. Et encore. Tu fais un peu de B2B ou pas dans tes boutiques? Un petit peu, ouais. C'est quoi le pourcentage de Pas chiffre beaucoup, d'affaires? peut-être 5%? 5-10%. Ouais. Mais c'est parce qu'on ne le pousse pas non plus énormément, parce que le B2B, c'est un peu différent. Il faudrait une Ouais. équipe dédiée, une logistique dédiée. Mais ça peut arriver Euh, que non, non, mais par ça exemple, tu fasses une embauche d'un salarié qui fasse que du B2B pour toutes tes boutiques, quoi. Oui, bon, on l'a un peu fait, mais c'est pas. Enfin, c'est un métier un petit peu différent. Donc après, c'est dur de faire des boutiques, de faire du vrai traiteur pour entreprise, du vrai B2B pour les restaurants. C'est des métiers un peu différents. Ah Donc, oui, le B2B. Donc tu vends ton pain dans les bah, restaurants et dans on les vend à hôtels? des restaurants, on peut Ah vendre, ok. à des grosses sociétés. Bah, Mais comme ils arrivent nous. et ils ont un contrat avec toi? Bon, soit ils viennent chercher, soit on leur livre X Ah ouais, ils baguettes, viennent chercher choses avec comme le ça. sac, ils Ouais, mettent ouais, le bon, baguette ça dedans. arrive aussi. Ouais. Soit tu peux faire aussi, bah, nous on livre, on travaille avec des grands groupes type Louis Vuitton, Google, où tu peux leur livrer des mini-viennoiseries le matin, des choses Et comme ça, ça. c'était pas trop galère sur les contrats cadres, faire Bah, ça peut un être. deal avec LVMH? Non, mais ça se fait, mais c'est surtout, bah, il faut gérer les commandes, puis c'est des gros groupes, donc il faut être sérieux sur Ouais. la livraison, sur la facturation, sur, bah, bien sûr, l'hygiène, les conditions de livraison, etc. Donc, c'est des métiers un peu différents. Donc, quelqu'un qui ferait que ça, je pense, serait meilleur que nous. Parlons un peu de l'international, parce Ouais. que c'est intéressant. Encore une fois, c'est un peu unique de parler avec quelqu'un qui a des boulangeries en France et à l'international. Toi, tu en as deux. Tu en as une à Barcelone, Ouais. en bas de la Sagrada Familia. Ouais. Assez touristique. Enfin, y a pas, Ouais, je alors pense qu'il n'y là, a pas ça, plus il n'y a touristique. pas plus touristique, même à Paris, on n'a pas fait mieux que ça. Ouais. Et attends, et donc parle-nous un peu de la Sagrada Familia, parce que du coup, moi, j'y connais rien, mais
Je sais que c'est toujours un peu en travaux. Là, c'est fini les travaux? Alors ça a bien avancé, mais c'est pas fini. Alors je crois que c'est en travaux depuis, 120 ans, enfin, c'est un Exactement, truc ouais. de fou et là, je crois qu'ils ont un plan à, 5-10 ans pour le finir. Donc moi, à chaque fois que j'y vais, il y a une tour qui est finie, ils ont rajouté une étoile en haut et Ouais, il y a cetera. des fruits, Non, c'est magnifique, hein, ouais, par contre, c'est extraordinaire, ouais. ah ouais, non, enfin, dehors, dedans, c'est magnifique, et ce sera fini, mais je pense dans 5-10 ans, quoi. OK et donc cette boutique-là, donc tu as celle-là, tu as aussi celle, en Arabie Saoudite, si je me Oui, trompe pas. oui. Il y en a d'autres, Donc dans le pipe à ou? Jeddah, là et on ouvre la semaine prochaine à Séoul, donc dans une semaine. Et donc tu vois, ça c'est un je ne savais pas. D'un Voilà. point de vue, géographique, comment tu fais? C'est tu te déplaces, Ah bah là, on s'est déplacé, plusieurs fois pour, alors là, c'est avec un partenaire, local, qui est un très gros groupe, coréen, OK, qui s'appelle Shinsegae, qui exploite en fait des très, très gros department stores. Donc c'est un peu l'équivalent des Galeries Lafayette, on va dire. des walls, Heu, ouais, bah, c'est des gros, enfin, c'est un peu type les 4 temps à la OK, Défense ou les Halles, tu vois? Enfin, c'est des très, ouais, très gros centres comme ça. Et donc ils cherchaient une marque, de boulangerie traditionnelle française pour installer, au cœur, de leur department store et donc on OK. travaille avec eux et donc on ouvre, là dans une semaine. Et ça, sur la typologie de deal, c'est pour toi, c'est nouveau. Tu as jamais fait de deal, avec une société, coréenne? Il y a des réglementations locales, tu es Bah, en obligé fait, c'est des d'avoir deals, de franchise, c'est des OK. contrats de franchise, donc c'est ce Ah, qu'on a fait aussi en Arabie Saoudite. Donc il y a des petites spécificités, locales, mais pas tant que ça. Et en fait, c'est bien parce que nous, on apporte vraiment ce qu'on sait faire, c'est-à-dire, les recettes, la communication, l'image, le marketing et eux amènent ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire, bah, le l'emplacement, terrain, ouais. Les l'emplacement, salariés. les équipes, et cetera. Donc moi, je trouve que c'est des deals qui fonctionnent bien parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il sait faire dans sa zone de confort. Parce que moi, aller faire un contrat de travail en Corée du Sud, j'en serais incapable. Et donc dans cette, config-là, c'est tu fais un deal, un peu comme avec un tu es franchiseur avec un Mmh. franchisé, tu fournis ta marque, ton savoir-faire et eux, ils gèrent la partie, exécution, Mmh. emplacement, équipe et cetera. Tu te déplaces une fois ou tu as un engagement de Non, mais venir tous les 6 mois? il y a plusieurs. Alors, il y a moi personnellement, moi j'y suis déjà allé, j'y retourne là pour l'ouverture. Et après, il y a nos équipes aussi. Donc, on a envoyé bah, notre équipe de boulangers pour former les boulangers, nos Ah touriers ouais pour et en former les plus tu les touriers, fidélises parce que c'est la sympa de pâtisserie. faire ça. Ah ouais, ouais. Nous, bah, là, moi j'ai un tourier qui part, Il est enfin trop content? Thierry, bah, il repart semaine prochaine. Il y était déjà il y a un mois. Trop content, il prolonge d'une semaine, il fait des vacances là-bas. Bah ouais. Bah, c'est cool, tu vois. Pour nous, c'est super parce que ça nous aide beaucoup. Et eux, ça les sort un petit peu d'un Du quotidien quotidien, ouais. Bah, qui peut être un peu récurrent dans c'est ces une milieux-là. opportunité de voyager et de Ouais, découvrir plein de choses, quoi. bah nous, là, quand on recrute, c'est des choses qu'on met en avant, de dire, bah, potentiellement. Et puis en plus, tu vois, on a Barcelone, c'est quand même sympa. Séoul, c'est sympa. Jeddah, dans un autre domaine, c'est aussi sympa. C'est un monde vraiment différent. Donc tu découvres des gens et des cultures très différentes. Enfin, c'est vraiment intéressant. Ah, tu m'étonnes, la culture, coréenne, ça doit être totalement différent de Ouais, la bah, c'est culture tout, barcelonaise, quoi. ouais, ouais, bah, tout est différent, enfin, et moi, enfin, de toute façon, nous, c'est pour ça qu'on le fait, hein. On fait ça parce que c'est ça qui nous plaît. Parce qu'ouvrir 3 boulangeries sur 3 pays, c'est 1000 fois plus compliqué que d'en ouvrir, 10 à Paris. Pour nous, le plus simple, ce serait d'en ouvrir, 10 à Paris, 10 à Lyon, tu vois? Ce serait beaucoup plus simple. Donc là, en fait, on se met un challenge qui est d'aller dans des pays, qu'on ne connaît pas, Ouais. mais c'est aussi ça l'intérêt. Tu vois? Moi, la semaine prochaine, je pars à Séoul ouvrir une boulangerie, c'est ouf, tu vois? C'est un truc, Tu prends tes enfants avec toi ou tu vas tout bah, seul? là, je prends ma femme, déjà, les enfants à 8 ans, mais oui, oui, mais je les Ouais, c'est à amènerai. 8 ans. Non, mais je les Ouais, amènerai. tu vas me dire: «Ouais, ouais, Non, c'est non, mais je pas» l'amènerai. Non, mais tu vois, c'est super, tu vois? Pouvoir, faire découvrir, le monde par ce prisme-là, c'est super. bah, c'est un peu, l'avantage enfin, le chef d'entreprise est quand même vachement, impliqué dans sa boîte, donc c'est hyper énergivore et donc forcément, ça gratouille un peu sur ta vie perso. Mais si tu peux, merger les 2 et avoir, par exemple, tu as ta femme qui se déplace avec toi pour ton Ouais. ouverture, c'est incroyable, quoi. Ouais, ouais, bah, Tu ouais. vis Puis des même moments, les enfants, eux, ils comprennent mieux pourquoi tu travailles. Parce que sinon, tu ouais, leur dis, moi, mes enfants, ils me disent: «Mais papa, pourquoi tout des boulangeries? T'en as une, reste avec nous et on joue au foot», tu vois? ouais. Enfin, ce qui est logique pour un enfant de 8 ans, c'est sa logique à lui. Mais dans quelques années, enfin, il comprendra, il dira: «OK, bah, mon père, il a fait ça, puis peut-être que moi, demain, je le reprendrai aussi», Tu une et c'est logique un sympa. peu de succession avec tes 2 fils? Bon, ils ont 8 ans, puis moi, je suis Ouais, tu encore tout penses jeune, pas à ça? enfin, je me trouve jeune pour ça, mais pourquoi pas? Oui, enfin, tu penses. Ouais, Si ouais. ça leur plaît, ce sera avec plaisir. Si ça leur plaît pas, moi, je veux qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire.
Ouais. Bon, de toute manière, 8 ans, Ouais, à il 8 ans, pense à jouer au foot, quoi, il y en a, il va être et à joueur de faire des foot, et bêtises, l'autre, il va quoi. être influenceur, youtubeur, tu vois. Donc, Ouh là! tu vois, donc, Tu pas peur, qu'il soit bah, ouais, influenceur? ouais, ils ont 8 ans, donc Ouais, c'est 8 normal. ans, Enfin, si à 8 ans, il me ouais. disait je veux être comptable ou directeur financier, je serais un peu Mais triste. Tu vois. rassure-moi, il a pas de téléphone, le Non, petit de non, 8 non. ans, ouais. Ouais, non, mais surtout pas. Tu m'étonnes, ça, c'est Ouais. vraiment le pire truc Ouais. pour les enfants, ouais. Et donc il y en a d'autres, un peu dans le tu vois, tu as d'autres emplacements, d'autres villes où tu aimerais bien, je sais Bah là, pas, on a des tu parlais du contacts. Brésil avec Venom, peut-être tu Ouais. connais le marché un peu là-bas? Bah là, on est en train de lancer une mission justement avec la BPI qui va nous aider pour faire une mission de prospection au C'est quoi, c'est Brésil. BPI C'est Export, non, ouais, c'est alors enfin, c'est un peu Ouais. compliqué, mais enfin BPI, enfin qui est la banque publique d'investissement, mais qui a plein d'équipes qui aident en fait justement les PME françaises à se Ouais. développer à l'export. Et ça, c'est top. Il y a même des subventions, Il y a des pour ça? subventions, il y a C'est des incroyable. assurances, c'est-à-dire que si ça marche pas, bah, Ouais. ils supportent une partie des coûts. Les équipes sont super, et donc là, on va lancer une mission Ah, test ça un peu. s'appelle France Business, non? Ou Business Export, ouais, Ouais, France Business ouais. Export, ouais. Ils étaient aussi à Lyon, ils sont venus Ouais. nous voir, Et ça c'est top, c'est des super équipes, et ils sont hyper implantés localement parce que tu vas Mmh. bosser avec l'ambassade de France qui est au Brésil. Et donc on a déjà rencontré des gens, et là on lance une mission pour le Brésil pour essayer de voir si on peut trouver des C'est partenaires incroyable. locaux. On a des contacts aussi avec Singapour, la Malaisie, Dubaï. Donc, mais ça prend du temps, hein. C'est des contrats qui prennent 1 an, 2 ans. Faut être patient. Faut pas se tromper, quoi. Ouais. Et donc du coup, moi je trouve que c'est toujours très important de le dire. Évidemment, en France, on est dans un pays où il y a quand même beaucoup de taxes, Mm. notamment sur tes équipes, sur tes salariés. Mais il y a quand même des gros avantages aussi par rapport à la BPI, les subventions. Ça, toi, c'est quoi ton point de vue sur l'entrepreneuriat en France? Bah, c'est ni, hein. Enfin, des fois on dit la France c'est un paradis fiscal pour entrepreneurs. J'irai pas jusque là. Un enfer fiscal, oui et non. C'est vrai que tu as beaucoup de taxes, beaucoup de réglementations. De l'autre, tu as plein d'avantages, et pas forcément que la BPI ou les subventions, mais c'est un pays où les gens sont formés, où tu as des ressources, où tu as une sécurité, Ouais. où tu as t'as plein de matières premières dispo, etc. Donc, moi, je trouve qu'entreprendre en France, moi, je l'ai fait 2 fois. C'est possible, et on peut réussir. Et il y a Mm. plein d'exemples de super boîtes qui se développent en France. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être trop négatif, trop positif non plus, parce que c'est vrai qu'il y a il y a plein de Faut prendre normes. ce qu'il y a à prendre. Voilà, enfin, mais ça pourrait être. Enfin, moi, j'ai créé des sociétés avec Venom aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, Mm. des fois, pour avoir un contrat d'électricité, c'était 3 semaines, quoi. Tu vois, parce que les gens croient qu'aux États-Unis, tu arrives, puis tu n'as pas d'impôts. En Californie, tu as beaucoup d'impôts. Bah, c'est Tu as beaucoup des choses plus qui sont taxé en très, Californie que. T'as des choses qui sont très compliquées. Tu vois, en Espagne, par exemple, ils sont beaucoup plus à cheval sur l'administratif, sur les normes d'ouverture de magasins qu'en France. Mm. En fait, en France, quand tu as une boulangerie, c'est-à-dire c'est un ERP, un établissement public de type 5, donc type 5, c'est les petits commerces, bah, tu ouvres, et après, potentiellement, tu es contrôlé. En Espagne, ils viennent avant que tu ouvres, et ils viennent tout mesurer. Donc, OK, à la porte, il manque 3 cm, il faut la refaire. La climatisation, l'air, il tombe à 3 cm d'une chaise, donc c'est pas bon. Enfin, donc tu te dis qu'en France, Ah, c'est tu l'enfer. décris Ouais, ça ta c'est boutique à l'Espagne, ouais. Barcelone, ouais. Ouais, voilà. Et donc en Espagne, tu vois, où tu dis ouais, c'est un peu Il n'y a plus pas un truc latin. différent entre la Catalogne et l'Espagne? Parce que Alors pas des cantons, mais des. ouais, bah, c'est des régions. Bah, après, je sais pas. Moi, je connais la Catalogne du coup pour Barcelone. Je sais pas pour Madrid, mais en fait, c'est pas du tout. Tu pourrais dire ouais, c'est un peu latin et c'est à la cool. Pas du tout. Ouais. Et finalement, tu dis ah ouais, finalement en France, on nous embête moins qu'en Espagne. Mm. Tu vois. Donc chaque pays a ses avantages, ses inconvénients. Voilà, il faut pas faire du French bashing pour rien. Il faut pas non plus croire que la Que France est c'est. parfait, quoi. Ouais. Enfin, c'est vrai que des fois, tu t'arraches les cheveux. Il y a pas, il y a, moi, alors, de mon point de vue, il y a beaucoup d'aides quand tu démarres. Déjà, tu as potentiellement la possibilité d'entreprendre et d'avoir des indemnités de chômage qui, je trouve, extraordinaires. Mm. Donc, c'est t'entreprends et t'es payé. Ça, je trouve ça hallucinant, dans le bon sens du terme. Et après, tu as la BPI qui est quand même pas mal active sur. Ça reste une banque, donc ils prennent des taux d'intérêt, mais ils peuvent te prêter, par exemple, sur des enjeux d'export avec des Mm. subventions, etc. Je trouve ça vraiment bien. Et à côté de ça, notamment, nous, on le voit, on a beaucoup, beaucoup de clients sur Paris qui font plus d'heures supplémentaires parce que c'est hyper taxé pour les patrons. Et pour les salariés, ils gagnent quasiment pas plus que Enfin, des heures classiques. moi, de mon point de vue, de mon petit point de vue, entre guillemets, d'artisan boulanger, pour moi, le gros problème, je trouve, c'est la différence entre tu ce que ça nous coûte et ce que l'employé a. Et Ouais, c'est bien vrai que sûr. c'est dommage parce que nous, ça nous coûte énormément d'argent.
C'est-à-dire que le moindre employé va vous coûter 4 000 euros, 4 500 euros. Et lui, au final, il va toucher 1 800 ou 2 000. Ah, je suis content que Et, tu le précises et parce donc, que et c'est donc, c'est un gros, dommage parce gros que. enjeu. Bah ouais, non, mais c'est dommage parce qu'en fait, moi j'aimerais pouvoir. Enfin, nous, on pense qu'à ça, entre guillemets. Moi, j'aimerais que les gens ils soient mieux payés parce qu'en plus, c'est des métiers qui sont difficiles. La vente comme la production, les deux, c'est des métiers qui sont difficiles. Mais ce qui est ouf, c'est que par exemple, si tu payes les gens au SMIG, tu vas payer, je sais pas, 25% de taxes, tu les augmentes de 300 euros, T'es à toi, 45. toi, ça va te coûter 700 euros. Mm. Donc ça, ou même peut-être même plus que ça. Enfin, c'est Ah oui, quand complètement. tu passes le seuil du SMIC, tu as un différentiel qui est hallucinant et tu perds tous les avantages de Ouais, et qui les n'est pas charges patronales proportionnel à 25%. parce que si ça restait proportionnel, ce serait logique. Tu payes les gens mieux, tu payes plus de taxes, c'est assez logique. Non, tu vas payer 2 C'est à 3 fois plus de taxes c'est un en non-sens. l'augmentant de 200 ou 300 euros. Ouais. Et là, nous, tu vois, on avait un exercice la semaine dernière. Je demandais à ma RH, je lui dis, OK, bah, si j'augmente tout le monde de 100 euros net, tu vois, c'est pas une somme Ça énorme, va te 100 euros coûter net, 600 euros. bah, ça te coûte 5 ou 600 euros Ouais. par employé. Ouais. Et là, bah, on voit les calculs, on dit, bah ouais, mais si on fait ça, ça passe pas, quoi. Ouais. Donc, Moi, j'ai un... et ça, c'est un peu dommage, tu vois. C'est très dommage. Moi, j'ai un bon exemple. J'ai un très bon ami à moi qui est charpentier et il a refait Notre-Dame et avec les enjeux que tu connais, des horaires hallucinants, etc. Et son patron, euh, bon, on le dit, il n'y aura pas d'enjeu, mais son patron, il ne payait pas les heures supplémentaires. Il offrait de l'outillage parce que les salariés leur disaient, OK, non, mais moi, en fait, les heures sup, c'est tellement taxé que je gagne quasiment rien en plus. Et lui, en tant que patron, ça lui coûtait une fortune. La première barrière, Ouais, mais enfin, alors, quand tu offres de le premier l'outillage, par passage. exemple, c'est un avantage à nature Oui, et tu es oui, censé payer des taxes, non, mais de la même façon. exactement, bien Tu sûr. vois. Ouais, je Et sais. donc, si tu donnes Mais un donc, outil, il se débrouille, quoi. et si tu donnes un outil à 500 euros à ton employé, en théorie, C'est un avantage en nature. il Et devrait payer lui des impôts et toi des charges patronales. Ouais. Tu vois, donc et nous en plus c'est un truc sur lequel, enfin pour le coup, nous on est assez, enfin très très carré et même assez fiers, c'est que nous on paye tout. Donc nous on a des pointeuses. Donc toutes les heures supplémentaires sont payées avec les majorations, tous les suppléments du dimanche sont payés, toutes les heures de nuit sont payées, enfin tout est payé à la minute près. Et ça, dans ces métiers-là, c'est pas forcément. Enfin, nous, on a plein de gens qui viennent d'autres sociétés et parfois de grands noms qui Oui. vendent les produits extrêmement chers. Où les gars, ils leur expliquent, bah, écoute les gars, la boulangerie c'est comme ça, on compte pas Les ses heures heures. sup, Bah on ouais, les facture bah non. pas. Bah non, parce que quand déjà tu gagnes, Hmm. tu vois, des salaires qui sont pas dingues, qui sont corrects, qui sont pas dingues, et qu'en plus on te dit, bah, au lieu de bosser 40 heures, tu vas bosser 50 heures et que t'es pas Hmm. payé, bah là en fait tu gagnes moins que le SMIC. Ouais. Donc c'est pas intéressant. Donc nous c'est vraiment quelque chose sur lequel Hmm. on fait ça, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait les bons élèves et ceux qui vont payer les gens plus que le SMIC vont être plus sanctionnés que les gens qui vont payer au Ouais. ras des pâquerettes. Ça, c'est un problème de toutes les industries. C'est Bah, c'est pas logique, justement. quoi. Enfin, c'est pas Ouais. logique parce qu'en fait, le gouvernement devrait dire OK, les gars, enfin, payez mieux Et vos on abaisse équipes, vos charges. on abaisse vos charges, et puis moi, moi de mon côté, bah, je fais des économies parce que les gens auront plus d'argent, ils vont plus consommer, Ouais. ils seront plus autonomes. Hmm. Là, en fait, c'est l'inverse qui est fait, Ouais. c'est dommage. Nous, on récupère énormément de profils qui n'avaient pas de rémunération sur leurs heures supplémentaires. Ils bossaient comme des dingues, principalement dans des pics d'activité, pendant les fêtes, etc. Les heures sup étaient pas forcément rémunérées, ou alors c'était pas forcément clair. Et surtout, les heures sup, si elles sont rémunérées, elles sont mal rémunérées. Donc, ils se mettent en auto-entreprise et donc le patron n'a pas de majoration sur les heures supplémentaires et eux, ils sont payés à l'heure, avec le même tarif à l'heure. Donc, au plus ils font Ah ouais, d'heures, non, au mais bien mieux sûr. ils sont rémunérés. Et c'est un système qui est, tu vois, très carré et très juste, quoi. Mm. Donc, mais ça, tu es interdépendant de l'État et s'il ne bouge pas, bah, tu pourras rien faire, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, Donc, après, c'est comme ça et ça changera pas. Donc on fait exactement, ça avec. fait partie Mais, des paramètres. mais il faut le savoir, voilà, il faut le savoir que quand nous on demande quelqu'un 200 euros, lui, enfin, l'employé, c'est normal, il va se dire, bah, je demande 100 euros, c'est pas fou, Ouais. mais en fait, 100 euros pour nous, ce serait super. C'est C'est que ça va te coûter 300 ou 400 euros, quoi. C'est ça qui est paradoxal. Et ouais. moi, ces 400 euros, je veux bien les mettre, mais au moins qu'ils les prennent, parce que j'aurai un gars en face de moi qui aura 400 euros de plus, qui va rester chez moi, qui va se défoncer, qui va être Mmh. motivé, qui va comprendre pourquoi il se lève le matin. Là, finalement, sur les 400 euros Il y a que ça une me bonne coûte, partie qui part il y à a l'État, ouais. 300 euros qui partent et bon, ils ne sont pas non plus utilisés, je pense, de façon super optimum. Donc Mm. c'est dommage. Bon, ça, c'est un problème où on pourrait en discuter Ah oui, bien sûr. Ouais. des heures. Non, mais Et c'est comme ça. très Non, mais mais ça voilà. fait pas Non, mais la partie France des a plein inconvénients. Voilà. d'avantages. Voilà. La France a plein d'avantages. Moi, c'est un pays que j'adore et qui a plein d'avantages. Mais voilà, il y a aussi des inconvénients, et comme dans tous les pays. C'est clair. Ok. Toi, sur les prochains mois et prochaines années, c'est quoi un peu vos gros objectifs pour Bohémie avec Magali, vous avez quoi en tête Toujours continuer sur ça ou il y a vraiment
je sais pas, une accélération sur vos boutiques parisiennes. Tu me parlais de Lyon. Est-ce que vous allez ouvrir des boutiques à Mm. Lyon, à l'international sur les franchises? C'est quoi un peu vos objectifs des Bah, prochains mois, nous, des l'idée prochaines depuis années? le début, c'était de vraiment construire sur Paris une très belle société et qui ait une empreinte qui soit assez forte. Donc pour ça, on considère qu'il faudrait avoir entre 5 et 10 boutiques. Donc aujourd'hui, on va être à 6 bientôt. Donc peut-être ouvrir encore 3 4 boutiques sur Paris, sur des endroits très premium, Ouais. très impactants. Ah, donc là, il faut les trouver. Et ensuite, à partir de cette image-là, développer Bohémie à l'international sur des grandes capitales. Et là, l'idée, ce serait d'avoir, je ne sais pas, si demain on pouvait être dans 25 grandes villes dans le monde et avoir 5 boutiques dans chaque grande ville. Tu vois, ça fait 125, 130 boutiques. Ce serait génial, tu vois. Bon, ça prendrait des années. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est un Mmh. peu le but ultime, quoi. Et toi, du coup, tu te vois, faire ça? T'as d'autres projets, hormis, Bohémie, où tu te vois c'est vraiment la boîte de ta Alors vie ou moi j'ai toujours travaillé, moi j'ai toujours eu un projet en tête. Ouais, Je sais qu'il y a des gens qui le font avec talent, qui peuvent avoir 4, 5, 6 projets, type Elon Musk, même s'il a d'autres défauts, mais voilà, moi ça je complètement sais pas fou Elon faire. Musk. Voilà, c'est peut-être à cause de ça d'ailleurs, peut-être ça c'était trop. Mais moi non, mais moi tu vois, j'ai vraiment besoin d'avoir un projet, je suis à fond dedans, donc moi c'est vraiment effectivement le projet de ma vie, mais bon, comme Venom Ouais, était aussi le projet de ma vie, donc après on ne sait jamais quoi l'avenir est fait. Mais je suis à fond là-dedans. Voilà, au moins pour, comme ça, je dirais les 10 prochaines années ou 15 prochaines années. Je me vois pas du tout à la retraite en sirotant des cocktails, tu vois, sur une plage. Je sais que je m'ennuierai au bout de quelques jours. Donc, vraiment, moi, c'est ce projet-là qui me motive, ce projet et ma famille. mmh. Voilà, c'est les deux, pour moi, c'est les deux pôles dans ma vie et c'est déjà pas mal. C'était dur la transition de passer parce que tu étais, Venom, tu devais être hyper actif, Ouais, heu, à rien en termes de statut? Parce que tu as vendu, mais quand tu vends, OK, bah, tu as vendu, mais c'est ouais, comme les non. gens qui partent à la retraite et qu'on peut anticiper la Ouais, bien retraite. sûr. Ouais. Tu l'as vécu comment? C'était assez violent. C'était assez violent parce que, en plus, bon, ça s'est fait assez vite. Bon, ça rentre dans les détails, mais je m'entendais plus vraiment avec mon associé, donc on a Bon, décidé. c'est 90 des Ouais, c'est situations. assez classique. Ça, c'est comme Donc, un donc divorce, mais ça s'est fait assez vite. Donc moi, j'étais encore à fond sur le projet. Tu vois, je m'étais pas dit, j'ai fait le tour, je vais faire ouais. autre chose. J'étais vraiment à fond. Bon, et ça s'est fait pour ces raisons-là. Donc effectivement, quasiment du jour au lendemain, tu te retrouves, tu es chez toi, qu'est-ce que tu vas faire puis aussi, qu'est-ce qui te définit, tu vois? Quand tu parles aux gens, tu t'aperçois, les gens, plein de gens t'appellent moins, voilà, finalement, c'est ton identité. Tu t'en rends pas compte, mais quand tu es Mmh. entrepreneur, ta boîte, c'est ton identité. Donc, Bah, ouais. qu'est-ce que tu vas faire après? Donc là, il y a eu effectivement 6 mois où il y a un peu de flottement. Et puis après, je suis reparti sur Bohémie, sur la formation, etc. Et là, c'est encore différent parce qu'en fait, tu passes de chef d'entreprise où Venom, tu vois, ça commence à vraiment bien marcher. Tu diriges des gens, tu voyages, tu es bien reçu et tout. Enfin, Tu as un à statut, quoi. tu as un certain statut, tu es stagiaire Tu as pas de bureau, chez Rodolphe Landman ou chez Utopie. Et puis, tu démarres de zéro, voire même moins que zéro, puisque tu retournes à l'école. Et donc là, tout ce que tu as fait avant, en fait, ça a disparu. Et puis les gens ne t'apportent pas vraiment crédit. Parce que les gens, bon, ok, bon, tu as mmh. fait ça, mais là maintenant, dans ce domaine-là, tu sais rien faire. Donc c'est vrai que c'est un peu troublant. Et en même temps, c'est assez excitant. Parce que finalement, les gens ont rarement l'occasion dans leur vie de dire, ok, là j'arrête tout, je fais table rase et je repars à zéro sur un nouveau truc. Mmh. Tu vois, donc c'est angoissant et un peu flippant. Mais en même temps, c'est hyper excitant parce que ça arrive jamais. Enfin, une vie, souvent, c'est un peu le train-train et puis Mmh. les années passent et tout. Là, c'est de dire, OK, là, tu pars, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie maintenant? Et ça, finalement, alors maintenant que ça s'est bien passé et tout, je vois, avec du recul, c'est sympa, tu vois. Limite, j'aimerais bien revenir à ce moment-là. Mais à l'instant T, tu es vraiment dans un Tu es truc dans où l'inconfort total. bah Tu as ouais, tu pu, dis, ouais, c'est un peu angoissant, quoi. mmh. Enfin, il te reste tes amis, ta Ouais. famille, bon, ta santé et tout, c'est top. Mais au niveau professionnel, il te reste rien. Et en plus, moi, je savais que je pourrais pas devenir salarié. Parce que quand tu as été entrepreneur pendant 8 ans, 10 ans, je ne pouvais pas revenir Mmh. vendeur de logiciels. Enfin, c'était pas possible. Donc, Bah, donc ouais, c'est c'est assez drôle choquant. le moment, moi, qui m'a, alors moi, donc toutes les situations différentes, mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Moi, j'ai un exemple, c'est, dans mon ancienne boîte, où pareil, moi, j'ai vendu mes participations et je suis passé à autre chose assez rapidement. On avait des grands bureaux, dans un espace de coworking et on passait, devant les bureaux open space
Et tu vois, d'un point de vue statut, dans ces immeubles-là, tu as les grands bureaux avec plein de salariés et les bureaux open space, c'est les solopreneurs. Et moi, je suis passé de ce grand bureau-là à un bureau tout seul où j'avais pas de société, un bureau où tu partages, une table avec plein d'autres gens qui sont au tout début et moi je m'identifiais pas à ça. Moi j'avais créé une boîte pendant 10 ans, qui marchait, et donc quand j'ai vendu, tu vois, tu perds ce statut-là et je trouve que les bureaux, moi, c'était un peu l'identité et l'image, Ouais, de cette situation. ouais, mais moi, c'était pareil, mais je pense qu'il y a encore plus extrême, puisque enfin, moi, je Ah me bah, toi, tu revois, passé en stage moi, donc je me revois en train de faire la vaisselle, je me revois en train de laver les toilettes de la boulangerie de mon quartier, tu ouais. vois. Donc ça me faisait marrer parce que je me disais, bah, c'est rigolo, tu vois. Et puis en plus, c'est vraiment, si tu as pris un peu la grosse tête, ce qui, je pense, que c'était pas mon cas, mais enfin, ça te fait tout de suite dégonfler. Et tu dis, voilà, là, tu es dans un nouveau domaine, tu connais rien, tu repars de zéro. Moi, mon maître de stage bah, chez Landman, pendant quelques semaines, c'était un gars qui avait 17 ans, quoi. Tu vois. Moi, j'en avais 40, le gars, il a 17 ans, il te dit, vas-y, fais ci, fais ça. Tu vois, donc ça t'apprend vraiment, Mmh. enfin, si tu en as besoin, en tout cas, ça t'apprend l'humilité. Voilà, et puis tu sais d'où tu viens après quand ça marche mieux. Et tu referais un peu, tu vois, si jamais tu dois refaire encore une fois Bah, des fois, je ce me pose la question, tu vois, en fait, c'est comme un marathon, quand enfin, moi, je l'ai fait une fois, mais quand tu es au 35e kilomètre, tu te dis: «1 pourquoi j'ai fait ça?» et 2 plus jamais de ma vie, je referai un marathon. et Et quand tu puis finis, tu te dis: «Putain, c'est trop stylé». enfin, quand tu as fini, puis qu'il s'est passé une semaine ou 2, tu dis: «Allez, allez, j'y retourne», tu vois? Donc Pendant là, 3 jours, tu peux maintenant, plus marcher. voilà, donc là, maintenant, enfin, je te dirais non parce que je l'ai fait 2 fois, tu vois? Venom, on est vraiment parti de zéro et on a arraché le truc pour le monter, là où c'est monté aujourd'hui. Pareil, Bohémie, je repars à zéro, je regravis la montagne. Bon, à un moment donné, voilà, partir du niveau zéro pour monter l'Himalaya, bon, quand tu l'as fait 2 fois, ça va. Mais je te dis ça, et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus beau, moi, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Moi, quelque part, je me dis, les gens qui n'ont pas connu le niveau zéro, ils ne peuvent pas vraiment savourer ce que c'est que la réussite, tu vois. Tu fais une grande école de commerce et tu deviens PDG du CAC 40, c'est des parcours qui sont incroyables, Mmh. mais tu n'as jamais connu le gars qui a créé Renault en partant de son petit garage avec ses clous, ses marteaux. Enfin, tu vois, et moi, je trouve que l'entreprise, d'être capable de démarrer de rien et de la monter à un certain niveau, bah, c'est là où, où tu savoures vraiment ta réussite Ah, tu es fier. parce que tu vois le chemin parcouru. Mmh. Bon, en tout cas, moi, je te félicite de ton parcours, qui est loin d'être fini. Le podcast était hyper intéressant, je pense que les internautes ont appris beaucoup de choses. J'espère qu'il y en a qui vont s'inspirer de ton parcours pour, créer le leur. En tout cas, voilà, longue vie à Bohémie et merci beaucoup Bah, merci pour l'invitation. pour ton intervention et bah, à tout le monde, au prochain épisode, et merci de nous avoir écoutés.